Bonjour, nous retrouvons Claude Roche dans les studios du Media Lab pour le deuxième tome en quelque sorte de son histoire de l'innovation. Dans le premier interview, Claude nous avait fait parcourir à grande enjambée et avec beaucoup d'érudition le phénomène de l'innovation, de Gutenberg jusqu'aux entreprises du début du XXe siècle. Aujourd'hui, je me retourne vers vous, Claude. Comment est-ce qu'on passe au phénomène d'innovation moderne à partir du moment où, si j'ai bien compris votre propos initial, l'entreprise va s'emparer de la globalité du système de l'innovation et le manager, et non pas uniquement se contenter de développer une idée ou une invention technologique. Quelles sont ces nouvelles phases qui sont actuellement peut-être presque un peu dépassées, mais qui ont initié ce changement de l'innovation? Alors, si vous voulez, je vais essayer de tracer ces choses-là au travers de deux schémas, deux transparents qui ont l'avantage d'avoir été présentés à la même époque dans un même congrès de recherche-développement il y a 7 ans, 7-8 ans, donc c'est relativement récent pour les formes organisées. Et surtout, c'est intéressant, c'est totalement concomitant, ça montre le premier schéma, c'est celui-là, c'est celui qu'on avait essayé de commenter, qui était présenté par la société Shell, qui montre comment l'innovation est organisée dans les grandes entreprises, et on peut dire le modèle qui est général, même au moment de la crise des subprimes. Vous voyez, c'est une sorte d'entonnoir qui décrit, si vous voulez, à ma main droite, l'ensemble, le phénomène des idées qui sont transformées en projets et, étape par étape, sont pilotées par l'entreprise selon des processus extrêmement précis, cadencés et, comme on dit, horizontaux. C'est-à-dire que l'entreprise génère l'innovation ou gère l'innovation par des démarches qui sont un peu différentes de son mode de gestion normal. Donc, vous avez déjà une entreprise qui est un peu, si vous voulez, presque schizophrène, puisqu'elle gère l'innovation d'une certaine façon, son entreprise d'une autre façon, mais dans ce processus, vous voyez bien qu'il y a de plus en plus d'importance accordée au travail de l'innovation. Or, oui. Oui, d'accord. Donc, c'est l'entreprise qui reste le manager de l'innovation. Ça reste un phénomène interne à l'entreprise. Avec deux données. Un, c'est interne et c'est naturellement interne. L'entreprise a toujours protégé ses idées et cherche à maîtriser le cycle. Deuxièmement, elle englobe de plus en plus d'acteurs dans ces systèmes-là, du fait d'une tendance générale à la complexité des innovations. Et là où, par exemple, chez Michelin, quand Michelin innovait, il organisait l'innovation, mais l'innovation, ça ne lui coûtait relativement pas cher. Oui. La compétitivité de Michelin, c'était dans la production. Aujourd'hui, la compétitivité des entreprises, c'est dans l'acte d'innovation. Autrement dit, il y a des contraintes d'efficacité et de rentabilité. D'un côté, de plus en plus de contraintes technologiques, de compétences, de plus en plus complexes, un rapport au marché de plus en plus compliqué. D'un autre côté, des coûts considérablement plus important relativement, parce que l'élément nouveau, si vous voulez, c'est que la valeur ajoutée, l'efficacité de l'entreprise se fait dans l'innovation, alors que ce n'était qu'une conséquence annexe dans les années précédentes. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un mécanisme économique classique dans une pratique qui ne l'est pas. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contradiction à vouloir gérer l'innovation en interne, alors qu'on sait que l'innovation, elle est aussi à l'extérieur, qu'il va falloir saisir les pépites? Est-ce que ce schéma, il n'est pas un peu dépassé aujourd'hui? Au même moment, apparaît un autre schéma qui arrive dans les années de recherche, qui est dû à M. Chesbrook en 2003, c'est tout récent, qui dit, voilà ce qu'est l'innovation moderne, c'est-à-dire qu'on reprend le même entonnoir, la même image avec des projets, mais vous voyez, notre entonnoir est percé. Et il est percé en amont, c'est-à-dire que ce ne sont plus des technologies ou des idées qui sont faites dans l'entreprise qui vont en donner les produits,
Mais il est percé en aval, c'est-à-dire que certaines idées que fait une entreprise sont externalisées et peuvent donner lieu de façon efficace à des innovations parallèles. Bon, gardez l'image parce que, bien évidemment, ça ne trace pas la réalité précise, mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire que aujourd'hui, quand vous êtes confronté à l'innovation, vous êtes confronté à un problème considérable de compétences. Je prends un exemple, cet appareil, par exemple, si vous essayez de le développer, la société Philips a compté 13 domaines de recherche que vous devez maîtriser. 13 domaines de recherche pour un moindre appareil. Vous imaginez quand vous êtes Philips que vous faites des dizaines d'appareils, des dizaines de produits différents. Vous imaginez la contrainte de compétences qui est exponentielle là où les contraintes d'innovation sont comment dire, linéaires, si vous voulez. Donc, le constat qui est fait, et qui va être fait à deux niveaux, c'est qu'il est beaucoup plus intéressant, économiquement parlant, c'est de ne pas maîtriser, de ne maîtriser que son cœur de compétences que l'on devra choisir, et de travailler l'innovation de façon ouverte. Alors, oui. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Là, vous venez de prononcer l'expression « cœur de compétences ». Dans cette innovation ouverte, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de tension entre le besoin effectivement de s'ouvrir, d'aller voir ailleurs, donc d'avoir une porosité aussi vers soi, et en même temps de protéger son cœur de métier, d'avoir la protection de sa propriété intellectuelle? Comment est-ce qu'on va arriver à gérer cette espèce d'antinomie? Alors, il y a une tension. Ouais. Il y a une tension à tous les niveaux. Il faut avoir la lucidité de le reconnaître. J'allais dire, la solution du consultant, c'est de dire le management, c'est l'art des tensions. Donc, c'est l'art de gérer les tensions. Donc là, vous me direz, ça vous fait... Ça n'a pas avancé beaucoup, la résolution de... Mais si, ça l'a avancé, en disant que ça, c'est une tension, elle est incontournable. Je vais essayer de prendre 3 exemples de tension. Je répondrai à votre exemple direct au deuxième niveau. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelle, c'est l'univers de la maturation des technologies. Hier, je maturais une technologie quasiment moi tout seul. Bien, si vous prenez Internet, la technologie a été maîtrisée et a été générée depuis quasiment le protocole jusqu'au dispositif. C'est simplement l'usage qui a un peu changé. Par contre, aujourd'hui, la complexité des technologies fait que on ne peut plus appliquer, faire maturer les technologies comme on le faisait précédemment. On doit utiliser le marché. Je vais m'expliquer, je vais prendre un autre exemple, toujours de la même conférence, un schéma, toujours bien évidemment caricatural, qui essaie de schématiser ce que on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire l'intervention du savoir universitaire, donc des politiques d'État, des politiques de recherche et développement, par exemple en France avec des choses comme l'INRA, le vieux CNET ou des choses comme ça. L'idée, c'était quoi? C'était que la technologie mature dans l'environnement académique, oui. Qui lui-même possède la propriété intellectuelle et le transfère à l'entreprise. Sauf que ce transfert est gérable quand vous avez une technologie assez bien, mais relativement simple. Par exemple, Internet est relativement simple dans un certain sens. Le protocole IP. C'est opérationnalisable parce que le saut, la difficulté, c'est l'adaptation de la technologie à son usage dans l'entreprise. Ça devient de plus en plus problématique. Je vais vous prendre un exemple, c'est d'une start-up qui est issue de la recherche d'État française, avec la grande qualité des ingénieurs français. C'est une start-up des années 2000 qui travaille dans la reconnaissance d'images. Oui. Bien. Les chercheurs
ont le développement, sont décidés à créer leur entreprise, mais ils sont dans l'environnement académique, ils ont les fonds qui commencent à venir, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien, ils veulent faire de la reconnaissance d'image, et le modèle qu'ils présentent, c'est un modèle de tableau de maître, et on essaie de reproduire, je crois que c'était les tournesols, ou voilà, c'est l'image, c'est normal, c'est spontanément ce qui se passe. Cette start-up, heureusement que ces personnes ont décidé de créer une entreprise parce qu'ils ont eu immédiatement des difficultés d'utilisation. Et ils vont être contactés par hasard par la police pour faire une recherche de personnes soupçonnées de pédophilie, plus exactement. Et l'entreprise va trouver son créneau, justement son premier client avec Interpol, je crois, ou la police française. Une idée d'application que l'on n'aurait jamais eue dans l'univers académique, tout simplement parce qu'on le comprend bien, il y a une représentation de l'usage que vous avez quand vous faites une technologie. Multiplier ce problème à des dizaines d'exemplaires, ne serait-ce que 3 grandes technologies dans l'iPod, multiplier ce problème, vous apercevez que actuellement, les technologies sont développées de façon telle que vous avez besoin d'un système de marché intermédiaire. Et voilà la représentation qu'on peut se faire d'un système de marché intermédiaire, c'est nos fameuses start-up qui sont entre l'univers académique et l'entreprise, qui doivent exister comme un espace de marché pour faire maturer les technologies. Donc cette gestion qui était la gestion de l'innovation par l'entreprise et l'université, qui était plutôt dans l'entreprise, devient gestion de l'innovation par l'entreprise, dans un monde beaucoup plus ouvert. Et est-ce qu'à ce moment-là, on approche de cette notion d'écosystème innovant? Alors, on commence à approcher de cette notion d'écosystème innovant parce qu'il faut trouver des relations et un mode de vie entre ces 3 systèmes, que sont le système académique, le système des entreprises de technologie émergente et les entreprises qui développent en fait les produits. Et là-dessus, on peut prendre 2 exemples qui peuvent montrer ça. Le premier exemple qui permet de répondre à l'exemple de la propriété intellectuelle, c'est pour dire que ce système de start-up on dit c'est un système de marché, c'est un système de marché soutenu. Il a besoin, il ne se comprend pas tout seul, et je vais prendre un exemple. D'abord, parce que le financement des start-up au départ est un financement, souvent en Europe en tous les cas, qui est médiatisé par l'État, mais surtout, il y a besoin dans cet univers-là d'un certain nombre de personnes qu'on appelle des médiateurs, et c'est à ce moment-là qu'on voit un écosystème. Je vous prends un exemple, un contrat que les entreprises françaises de dessins animés numériques ont manqué et obtenu lors d'un film, d'un grand dessin animé sur appel d'offres d'Hollywood. Vous savez, nous avons des entreprises assez fortes dans ces domaines, mais elles sont petites. Oui. Et Hollywood est intéressé par les entreprises françaises, du fait de la créativité spontanée des Français quand même, disons-le quand même. Et par contre, très réticente devant la petite taille, ce qui se comprend, d'une entreprise innovante. Quand vous engagez des milliards ou des centaines de millions d'euros dans un film, vous ne pouvez pas risquer qu'une entreprise tombe en pleine production. Donc, l'appel d'offres nécessite un regroupement des entreprises. Les entreprises se regroupent comme ça, naturellement, enfin, à jeu de réunion, échec. Échec, pourquoi? Pour des raisons de propriété. Elles n'arrivent pas à s'entendre pour travailler ensemble sans sans abandonner ça. Deuxième appel d'offres avec l'intervention d'un pôle de compétitivité. Alors, pôle de compétitivité, c'est des excroissances de l'État, c'est des structures qui sont des structures de soutien, ce ne sont plus comme le CNED, des gens qui organisent la recherche pour le compte des entreprises. Donc, c'est des organismes de soutien, et notamment avec un consultant qui va faire le tour des entreprises
et assez longuement, hein, il faut du temps, et qui va remonter le partenariat en comprenant que les entreprises ne sont pas toutes décidées à tout protéger leur savoir-faire, mais ont chacune des vraies chasses gardées et des terrains qui sont facilement mutualisables. Donc un travail d'interaction très long, parce qu'il faut réunir les gens, il faut comprendre, parce que c'est les faire parler, leur faire prendre conscience de l'ensemble de ces domaines, et une prédéfinition de ce qui pourrait être un accord, et cette personne a provoqué l'accord entre les startups françaises qui ont obtenu le contrat. Je crois que c'est le Roi Lion, je peux dire des bêtises. Oui, de Disney, le grand fils Disney. Voilà. Et donc ça, c'est ça l'écosystème. C'est là, vous voyez, où vous avez des universitaires, vous avez des startups et vous avez des médiateurs. Alors, c'est un exemple effectivement très saisissant parce qu'on voit apparaître les entreprises, bien sûr, la grande entreprise, Disney, la petite entreprise, on voit apparaître le territoire, puisqu'elles sont regroupées en région parisienne, et on va apparaître... Ou dans le 9-3. Ou dans le 9-3, ce qui est encore plus précis. Non, parce que Paris, c'est très difficile d'accès. Il faut pouvoir se parler. Voilà. Et puis, la puissance publique qui intervient, mais plus de manière, j'allais dire, gaulienne, avec les plans du début de la Cinquième République, mais comme incitation, comme liant, etc. Alors, le dernier élément qui joue, et puis on va voir, je vous donnerai un exemple, le dernier élément, c'est l'intervention, c'est la compréhension c'est à la fois la foule et la compréhension de l'utilisateur. Voilà. Parce que non seulement ce phénomène d'ouverture que vous avez en amont du processus, vous l'avez en aval, puisqu'il faut tutoyer le marché. Alors, ce dont on s'est rendu compte, on va prendre un exemple qui est très parlant, d'ailleurs très trendy, comme on dit, c'est la société Gold Corporation. Tout le monde va comprendre ça. Gold Corporation, c'est 49ers, c'est les chercheurs d'or. C'est une entreprise qui a poursuivi c'est bien évidemment ces personnes, qui a poursuivi le travail qui s'est constitué au début fin du siècle dernier, fin du 19e, qui exploite son filon et début des années 2000 se trouve devant une situation, ces filons rentables sont épuisés et économiquement, elle n'a pas les reins solides pour faire les sondages qui vont bien dans les terres sur lesquelles elle a des droits, peut prospecter. Sur lesquelles elle peut prospecter. Et le calcul montre que statistiquement, elle a plus de chances d'échouer que de trouver des filons rentables. Logiquement, elle doit fermer. Elle est à 2 doigts de fermer. Le nouveau PDG ouvre le secret, ouvre les données géologiques, les données qu'on conservait jalousement sur Internet. Ah oui. Et les géologues s'en emparent. Les géologues amateurs, entre guillemets. Oui, ils s'emparent en amateurs. Je ne sais pas s'ils sont amateurs, mais... extérieurs à la société. Voilà. Et ils s'en emparent gratuitement. Alors, bien évidemment, il y a un enjeu là-dessus, mais trouvent la solution, la société repart. Et vous voyez tout de suite que là, il y a un phénomène où on fait appel massivement à l'extérieur. Le dernier exemple, c'est l'exemple de nos collègues canadiens de HEC Montréal, un exemple qui est merveilleux, c'est l'exemple de la société Ubisoft, qui arrive à Montréal, pour des raisons fiscales, au début de la décennie 2000, et qui est à 2 doigts de développer un projet d'innovation, de construction de nouveaux jeux, c'est pas classiquement, avec sa recherche-développement et des choses comme ça. Et vu ce qu'elle trouve une population qu'on appelle un peu underground, c'est-à-dire beaucoup une répartition et un effet une ébullition intellectuelle assez forte dans les milieux dits geeks de Montréal, et elle décide de ne pas de libérer ces développeurs, enfin ces chercheurs développeurs, en leur demandant de fréquenter
cet univers, et progressivement se cristallisent dans certains cafés des discussions entre ces développeurs et les gens de cet underground. On appelle ça un middle ground, c'est un territoire, on dit territoire neutre, média, intermédiaire, voilà. Mais qui a toujours cette idée qu'il y a un territoire où les gens se rencontrent et où l'entreprise se nourrit. Et là sont nés, sous des formes que nos amis montréalais expriment de façon scientifique, sont nés des principes de nouveaux jeux qui cadraient, bien évidemment, quasiment de façon native avec la clientèle. C'est sans doute là une nécessité impérieuse pour l'écosystème innovant de susciter, de créer l'hétérogénéité des origines, des comportements, des conceptions pour produire une innovation réelle. Alors voilà, ce qu'on appelle écosystème, qui est un nom. Alors vous savez, les chercheurs ont cette manie absolument insupportable de mettre des mots compliqués sur des choses très simples. Ce qu'on appelle un écosystème, c'est cette réalité-là. C'est que aujourd'hui, les processus d'innovation sont devenus complexes, ouverts. Alors, du point de vue de l'entreprise, c'est une très mauvaise nouvelle. Oui. C'est une très mauvaise nouvelle parce que le pain quotidien dans beaucoup d'entreprises, c'est de travailler avec des gens extrêmement divers. Alors, la diversité, c'est bien évidemment, c'est agréable d'un côté, c'est compliqué quand on va au fond des choses parce qu'il faut parler des langues différentes. La langue du psychosociologue n'est pas la langue du sociologue. Celle du geek n'est pas celle de... Voilà. Et donc, c'est une gymnastique intellectuelle contraignante pour les acteurs, sous contrainte d'efficacité. Et on se rend compte que, bien évidemment, ça, c'est d'autant plus facile que vous trouvez vos interlocuteurs sur place. Sur le territoire. Dans l'univers Internet, par effet de paradoxe, les régions et la géographie retrouvent un espace important. Et vous avez, les écosystèmes, ça désigne ça avec des querelles, bien évidemment, comme des querelles d'experts, entre la question de savoir est-ce que votre écosystème doit être plutôt spécialisé ou est-ce que votre écosystème doit être divers? En fait, tout dépend des entreprises. Voilà. Et donc, bien évidemment, comme tout le monde a compris, le modèle historique d'écosystème, c'est la fameuse Silicon Valley, qui a des entreprises du même type, si vous voulez, qui est des entreprises venant de la technologie. Au début, étaient, des besoins militaires, on l'a vu avec Internet, avec 2 fortes universités. Et il y avait un terreau favorable qui est fertilisé. Voilà. Et le terreau, c'est la chose la plus difficile à créer. Voilà. Mais on sait qu'il y a différents types d'écosystèmes et qu'il ne faut surtout pas faire de la Silicon Valley le parangon unique de ce qui doit exister en matière d'écosystème. Je reviendrai sur l'image des chercheurs d'or, et la Californie était une terre de chercheurs d'or, pour vous remercier en concluant cette interview, Claude, de la pépite que vous nous apportez sur cette compréhension à travers les siècles de l'innovation et de l'écosystème. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Vous avez droit à 2 minutes, montre en main. Voilà. Alors, vous avez dit, on sait qu'il y a différents écosystèmes. J'ai réagi à ça. Non, on ne sait pas. On devine. On comprend qu'il y a des écosystèmes. Il se passe quelque chose qui est d'une alchimie. Aujourd'hui, toutes les villes, les grandes villes européennes, américaines, même et chinoises, enfin une partie des grandes villes chinoises, cherchent à développer ce genre de démarches et de dispositifs. Beaucoup sont appelés, mais il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Et cette alchimie qui se produit, elle se produit en fonction des caractéristiques
politique locale et en fonction pour le moment, beaucoup plus de hasard qu'autre chose. Il y a des traditions, il y a des états d'esprit, l'état d'esprit de la Silicon Valley. La seule chose qu'on doit espérer, c'est qu'il est connu qu'il y a un état d'esprit en France avec une certaine... des faiblesses, on a l'habitude de parler de nos faiblesses d'abord, mais des grandes qualités, notamment d'inventivité et un grand professionnalisme technique. Et l'enjeu, c'est de trouver ce genre d'alchimie, notamment autour de l'Université catholique, puisque nous sommes, sommes ici. Et avec l'optimisme et le volontarisme d'hommes tels que vous. Merci Claude Roche et à bientôt sur ce plateau.